Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Salut à tous! Bienvenue au Gamma Podcast. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir deux physiothérapeutes. Un de mes bons amis, Zing, qui est athlète en powerlifting. Enfin, je le connais depuis que j'ai commencé moi-même le powerlifting. Et Alexis, sur les réseaux sociaux, No Bullshit Physio. Fait que si je suis très content de vous voir les boys en forme. Ouais. Nice. Oui. Nice. Fait que, pour les gens qui ne vous connaissent pas, il y en a qui vous connaissent, mais il y en a qui ne vous connaissent pas. Fait que je veux connaître un peu votre background sportif, puis votre background un peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Fait qu'allez un tour un à la suite de l'autre. Fait que vas-y, Alexis, ou en premier. Okay. Salut, moi je m'appelle Alexis, je suis physiothérapeute. J'ai fini ma maîtrise de McGill, je pense, en 2015 ou 2016, je ne me souviens pas honnêtement. Depuis, j'ai travaillé comme un an dans une clinique, puis après ça, je suis devenu employé à mon compte parce que je n'aimais pas trop ça, parce qu'il y a beaucoup de. C'est dur de travailler de manière éthique dans une clinique quand ce n'est pas ton propre boss. Là, je travaille à mon compte depuis, je pense, peut-être comme 5-6 ans. Puis surtout, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est que j'essaie de dénoncer les mauvaises pratiques puis d'informer les gens avec de l'humour. Souvent, ça va impliquer rire des gens comme Joel Seedman qui disent la merde. C'est pas mal ça, moi, côté parcours athlétique. J'ai joué au soccer. J'étais sur l'équipe de McGill au soccer. C'est pas vraiment le plus haut niveau que j'ai joué au soccer, peut-être un petit peu du semi-pro par-ci par-là. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire justement du lifting quand j'étais à McGill. Je fais pas nécessairement du powerlifting, mais je fais bien du lifting. Je te dirais, pour un joueur de soccer, je suis quand même fort. Pour un powerlifter, je suis atrocement faible. Genre, pour te donner une idée, mon meilleur lift, c'est genre les hip thrusts. Ça n'a aucun rapport, c'est juste que j'ai des proportions de joueur de soccer. C'est ça, mais j'ai vraiment un gros intérêt pour le powerlifting parce que je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation dans ce milieu-là. Fait que je suis comme dans des group chats, dans des chaînes, tout ça. Puis ce que je fais, c'est que je suis plus comme un consultant pour les powerlifters à travers le monde là, quand ils veulent des conseils. Puis c'est pas que je leur donne des conseils sur l'hypertrophie puis tout ça, c'est plus que comme disons, ils veulent continuer à s'entraîner malgré la douleur ou transformer leur training de powerlifting en traitement de physio, parce que je trouve que ça se fait super bien quand on a comme un minimum de connaissances. Ça va être plus ça mon rôle en général, plus que de coacher le powerlifting ou d'en faire moi-même. Nice. Bon, moi, je m'appelle Zin. Je travaille. J'ai étudié physiothérapie à McGill, gradué en 2015. Moi et Alexis, on était dans la même classe. Je fais du dynamophilie depuis, je pense, ma première compétition, c'était en 2013. Alors, ça fait presque 10 ans que je fais accomplir dans la FQD. En ce moment, je ne travaille pas vraiment comme un physiothérapeute. Je travaille dans les recherches cliniques pour les compagnies pharmaceutiques. Mais j'ai toujours resté up-to-date avec toutes les études, toutes les évidences les plus récentes. Comme Alexis, ici, on suit pas mal les mêmes physiothérapeutes, les mêmes professionnels de santé, je dirais. Nice. Nice. Fait que, comme vous pouvez constater, aujourd'hui, on va vraiment parler beaucoup plus du powerlifting parce qu'en général, on parle beaucoup de performance, mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement sur le powerlifting. Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on a vraiment, c'est oui, un athlète avec un physio, mais aussi un physio expert qui en parle sur plusieurs, autant sur son Instagram, mais il parle avec beaucoup de podcasts par lui-même avec Alexis. Donc, powerlifting, souvent, les gens vont penser à la première des choses, souvent les risques de blessures, les bobos, les douleurs et tout ça. Je pense que ça fait partie de la vie d'un athlète qui fait du powerlifting en général, mais je pense aussi qu'on est capable de les éviter. En étant, mettons, plus expert de ce côté-là, avez-vous aussi des recommandations que vous pouvez faire, mettons, avec un athlète qui débute, mais qui désire avancer pour devenir encore meilleur dans ce sport-là? Premièrement, on va parler un peu de comment éviter les blessures. Premièrement, je pense que la réponse rapide, c'est qu'on ne peut pas vraiment éviter les blessures. Parce que, par exemple, juste parlons-nous un peu des ligues de sport professionnelles, par exemple le NBA, par exemple le NFL,
par exemple, les ligues de football en Europe. Ils ont vraiment toutes les ressources qu'ils peuvent avoir pour éviter les blessures. Mais, encore une fois, il y a encore des blessures qui se passent vraiment assez souvent. Alors, je ne pense pas qu'on peut vraiment éviter les blessures. Ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de faire en ce moment avec les technologies qu'on a en ce moment. Ouais, fait que ces temps-ci, on parle plus de. C'est pour ça que c'est la mode là, de dire le injury reduction doesn't exist. C'est plus la. Excuse-moi, injury prevention, c'est plus de la réduction. Ben, je dirais, tu sais, on ne peut pas savoir qui va se blesser, mais c'est aussi que c'est presque impossible de ne pas avoir de blessure. Fait que si tu regardes les études, ben, si tu fais un sport de manière sérieuse, la meilleure manière, c'est de te mettre en bubble wrap et de pas sortir, mais ce n'est pas une vie très, très intéressante. Puis je te dirais que les risques de santé sont très élevés. Fait que, généralement, ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a un risque inextricable de ne pas faire de l'activité physique et bouger, mais que la récompense est beaucoup plus grosse que les risques. Fait que si tu regardes le powerlifting, les risques de blessure, tu as Asa qui a fait une étude là-dessus, je pense en 2017. Il a juste regardé comme un petit peu les études un peu partout. C'était une revue narrative de la littérature. Puis pour le powerlifting, c'est quelque chose comme 3,3 à 5. Même chose pour le weightlifting. Donc 3,3 à 5 sur 1000 heures d'entraînement, le risque de blessure. Fait que, comme je te dis, si tu t'entraînes pendant assez longtemps, statistiquement, il y a quand même une grosse chance que tu te blesses. Puis, by the way, c'est la même chose. D'Acosta a fait une étude là-dessus en 2020. C'est la même chose pour le coach CrossFit. Fait que, guys, il faut arrêter de rire du CrossFit. Je sais que c'est mal à la mode, là. Mais ouais, c'est ça. Puis tu vois que puis la même tendance dans tous les sports, plus tu vas à un haut niveau, plus le risque de blessure devient élevé. Mon hypothèse, c'est c'est que le risque aussi augmente par heure. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que probablement que les humains ont un potentiel biologique maximal. Juste qu'à un moment donné, regarde, tu pousses ton tissu à son max, tu as plus de chances qu'il se blesse. Parce que oui, les tissus adaptent tout ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, écoute, si tu veux te dépasser et aller à ton max, il faut que tu prennes un risque maximal, on s'entend. Mais comme je te dis, je ne veux pas faire peur aux gens et dire de ne pas être à un haut niveau. C'est juste que si tu te pousses à un moment donné, écoute, tu as un petit peu plus gros risque. Mais c'est ça. Après ça, comme je te dis, pour réduire les blessures, je pense que les gens sont souvent focusés beaucoup sur la technique. Je pense qu'on va en parler un peu plus pendant le podcast, mais je pense que c'est peut-être le mauvais locus de contrôle pour les gens. Tu as un plus gros pouvoir d'affecter des variables super simples comme ta nutrition puis ton sommeil. Fait que si tu regardes Watson en 2018 puis Afo-Lafou en 2015, tu vois que les risques de douleur sont vraiment, vraiment reliés fortement à comment tu dors. Je pense qu'il y a comme 63% des gens qui ont des douleurs. Puis aussi, j'aimerais aussi ajouter que les blessures au powerlifting, c'est jamais extrêmement, comment on peut dire, sévère comparé aux autres sports. Dude, you're not muted. Alors, c'est ça. Je trouve que les blessures au powerlifting, c'est jamais extrêmement sévère. Par exemple, tu peux avoir des déchirures de muscles, des petits strains ici, des mal de dos, des affaires de même. Mais c'est jamais, tu n'as jamais vraiment besoin d'une chirurgie, sauf si on parle un peu plus des gros déchirures de muscles, de tendons. Mais là, on va parler un peu plus le monde qui prend du stéroïde. Alors, on a une étude ici qui était faite par, comment ça s'appelle, Kanayama en 2015. Ils ont trouvé qu'ils ont comparé les bodybuilders qui prennent des stéroïdes comparé aux bodybuilders qui ne prennent pas de stéroïdes. Ils ont vraiment trouvé qu'il y a une beaucoup, beaucoup plus forte chance pour la personne qui prend du stéroïde d'avoir des déchirures au tendon, surtout dans le haut du corps. Alors, honnêtement, ça fait 12 ans que je suis dans le sport, puis j'ai jamais vraiment vu un athlète untested qui a déchiré un tendon de façon sévère, un tendon complètement déchiré. Le bicep ou le pec ou le quad ou le hamstring, c'est vraiment pas mal tout le temps juste en testé que ça arrive. Ouais, alors moi, je pense que si, par exemple, tu prends pas de stéroïdes, puis les blessures sont jamais aussi sévères. Ça prend peut-être quelques mois de faire le rehab, mais je dirais que tout le monde qui est fort, tous les powerlifters qui sont forts, mais qui sont dans le sport depuis longtemps, on s'est blessé dans le moment ou à l'autre. Non, c'est ça, absolument. Puis, il y a des variations un peu.
autant des mouvements répétitifs. Mettons, on va regarder un athlète de tennis, c'est souvent une problématique qu'ils peuvent avoir des douleurs au coude, avoir les fameux tennis elbow, c'est toute l'inflammation, mais c'est tellement des mouvements répétitifs. Mais dans le powerlifting, on en fait quand même, mais souvent, exemple, ça va plus être au niveau du bench avec le squat ou que les coudes ou les épaules peuvent être plus surutilisé, mais est-ce que ça devient comme une blessure ou plus des douleurs? Il y a beaucoup d'athlètes qui ne savent pas trop comme différencier un peu les deux entre douleur et blessure. Là. Puis ça va être un aspect que je pense beaucoup les coachs doivent éduquer aussi leurs athlètes de cette manière-là, de dire, tu peux avoir un bobo, mais être capable de quand même continuer à t'entraîner, mais de dire est-ce que c'est une douleur, est-ce que tu es plus capable, est-ce que tu es vraiment blessé pour être plus capable de t'entraîner, ça c'est autre chose. Est-ce que, mettons, vous autres, vous avez un peu, avec l'expertise, avec toute l'expérience, un peu des phrases que vous pouvez dire, mettons, avec vos athlètes ou avec les clients à qui vous travaillez, c'est quoi la différenciation entre une vraie blessure versus plus une douleur? Ton micro, ouais. Là, vous pouvez m'entendre, ok, ouais, yeah. Ouais, si tu regardes la définition qui est dans la littérature, en général, puis il y a une variabilité, puis il y a des problèmes avec la littérature, ils vont utiliser une définition comme, c'est une de ces 4 affaires-là. Donc, ça va être quelque chose qui t'a demandé de modifier ton entraînement, comme une douleur ou un inconfort, quelque chose qui t'a demandé de consulter un professionnel de la santé, ou quelque chose qui t'a gardé à l'écart de l'entraînement plus que comme une semaine, quelque chose comme ça. OK, donc généralement, je te dirais que le minimum qui utilise, c'est comme une semaine. Fait que moi, je considérais, c'est vrai que c'est dur des fois à dire est-ce que c'est de la douleur ou si c'est une blessure. Généralement, comme je te dis, si on regarde d'un point de vue scientifique, on ne va pas parler nécessairement du tissu. Moi, quand je parle de blessure, je parle plus, disons, écoute, tu as fait quelque chose, puis il y a eu un traumatisme, puis là, t'as mal. Quand je parle de douleur, c'est plus quelque chose qui se développe insidieusement. Quoique tu peux avoir une blessure qui va se développer, mais ça, c'est quelque chose qui va être plus évident. Tu vas avoir quelque chose de. Je ne vais pas donner un exemple, mais quelque chose qui se déchire carrément, tu sais, quelque chose d'enflé, tu sais, des trucs comme ça. Mais quand tu as juste mal, puis il n'y a pas de symptômes mécaniques, il n'y a pas de quelque chose de mécanique, de visible, je te dirais qu'on parle plus de douleur. C'est ça. C'était quoi? C'était ça la question, ouais? Oui, c'est pas mal ça, ouais, tu as pas mal bien répondu. Là, on va embarquer plus dans un volet, c'est plus powerlifting, parce que j'ai vu que Zing, tu as fait des publications, exemple, comme une couple de semaines, je pense quasiment une couple, même, une couple de semaines sur justement les knee caving, ça a quand même fait beaucoup parler, je trouve, sur les réseaux sociaux. Le fameux, là, les genoux qui rentrent vers l'intérieur lors d'un squat, etc. Je veux que tu m'en parles un peu plus. Bon, c'est quoi que tu as parlé? Qu'est-ce que tu voulais vraiment démontrer par rapport aux genoux qui rentrent vers l'intérieur dans un squat pour un powerlifter? Premièrement, il y a du monde qui dit que le knee caving n'est pas bon pour toi. Alors, c'est vraiment pour ces personnes qui disent ça de prouver que c'est pas bon. Mais il n'y a pas vraiment de preuve dans la littérature pour dire que c'est quelque chose de mauvais pour tes genoux. On a trouvé des systematic reviews, un par Cronstrom en 2020. Puis aussi, encore une fois, dans la littérature, il n'y a pas vraiment d'études qui étudient le squat spécifiquement. C'est pas mal toujours, c'est dans un contexte de soccer ou football où il y a plus de blessures de ACL. Alors, la littérature, c'est ça qu'on a trouvé. Il y a Cronstrom en 2020 qui ont étudié la relation entre le knee caving, alors l'abduction des genoux contre les futurs risques pour une blessure ACL. Puis ils ont trouvé qu'il n'y a pas vraiment d'association entre les deux. Puis aussi un autre systematic review par Franco en 2020 aussi, assez récent, qui étudie comment quand quelqu'un saute puis quand il lande, le kinématique des genoux avec s'ils ont une blessure dans le futur.
Puis encore une fois, ils ont trouvé que le biomécanique, ça ne prédicte pas du tout les blessures de genoux. Ça, c'est n'importe quelle sorte de blessure, ACL, ligament, whatever. Puis encore une fois, il y a d'autres systematic reviews, un par Papas en 2012, qu'ils ont trouvé que celui-là, ils ont pris des données, par exemple, le poids, l'auteur, le Q-angle, alors c'est comment l'angle de genou, la force de knee extension, alors c'est ton quad, et extension du genou. Puis ils ont trouvé que seulement l'extension de genou, la force de l'extension de genou, c'est cette variable qui était prédictive pour les douleurs. On appelle ça patellofemoral pain syndrome, alors douleur patellofémorale. Alors, c'était la seule variable. Alors, vraiment, la force, c'était la seule variable pour la douleur. Puis on a aussi trouvé d'autres dans l'autre littérature spécifiquement pour l'osteoarthritis. Je pense que Alexis, il a trouvé plus dans ça. Est-ce que tu peux parler de ça, Alexis? Oui, fait que juste préciser pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le knee cave, généralement c'est ce qu'on appelle un knee valgum. Donc c'est une combinaison d'une adduction de la hanche, donc le fémur va aller vers l'intérieur du midline, genre vers le centre de ton corps. Le tibia va être de l'autre bord. Donc les gens ne comprennent pas ça souvent, mais le knee valgum, c'est techniquement une abduction une abduction du genou, ouais, parce que ton tibia va vers l'extérieur, puis il va y avoir une rotation interne de la hanche. Comme je te dis, quand on regarde ces variables-là, quand les gens les adoptent, ça ne semble pas influencer les risques de blessures dans le futur. Par contre, on sait que les gens, quand ils vont se déchirer des ligaments croisés, des trucs comme ça, souvent, ça va être le mécanisme de blessure, donc une version extrême de ce mouvement-là. Donc, l'idée de l'analogie, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, puis l'analogie que j'utilise, c'est que c'est comme, puis j'ai volé ça de Greg Lehman, c'est comme marcher sur le bord d'un précipice. Tu sais, si tu marches sur le bord d'un précipice, ça fait pas mal, mais si tu tombes, tu vas avoir mal au tabarnak. Okay? J'espère que je suis sacré, là. Donc, c'est ça. L'idée, c'est que ça ne semble pas causer de problème. Il y a peut-être, les seules études qui montrent des extrêmes aussi, c'est généralement comme dans les coureurs, c'est les femmes. Donc, c'est catégorie sub-catégorie vraiment spécifique. Puis, c'est juste des extrêmes. Donc, il faut que ce soit 2 déviations standards éloignées de la moyenne. Fait que ça, c'est énorme. C'est pas comme, je pense que ton genou va un peu vers l'intérieur. C'est comme, hey, tabarnak, qu'est-ce qui se passe avec tes genoux? Tu sais, c'est vraiment intense. Puis ça semble prédire faiblement un petit peu de douleur. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un valgus dynamique. Donc, c'est comme comment les gens ils bougent. Après ça, si tu regardes des trucs qui sont plus structurels, donc tu vas le faire tout le temps, pas juste quand tu te fais tester, ça ne semble pas non plus avoir une grosse incidence sur la douleur. Donc, ils ont regardé l'alignement des genoux. Ils ont comparé un alignement qui était, je pense, 2 degrés de différence d'un alignement parfait où ton fémur et ton tibia sont exactement dans le même angle. Fait que ça, c'est considéré un alignement normal. Ils ont comparé un alignement justement vers l'intérieur. Donc, valgum, qui est un knee caving, ou varum, qui est l'inverse que la plupart des hommes ont. Je pense que c'est quelque chose comme 60% des hommes. Leurs genoux vont vers l'extérieur. Donc, ils sont en ce qu'on appelle bow-legged en anglais. Où tu as comme un arc à l'intérieur de tes jambes. Les deux ne semblaient pas être prédicteurs de douleur, sauf le knee varum, donc ceux que les hommes ont, pour l'arthrite à long terme. Donc oui, ça peut causer de l'arthrite. Le seul problème, c'est qu'ils ont regardé, c'est juste si tu as un BMI, donc ton IMC est très élevé. Donc si tu es presque obèse, là, oui, ça semble avoir un impact. Si tu combines les deux, ça semble avoir un impact sur est-ce que tu vas avoir de l'arthrite plus tard. Puis là, il parlait vraiment d'arthrite symptomatique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'arthrite et qui n'ont pas de symptômes. C'est juste que tu vas avoir des symptômes d'arthrite, donc raideur, douleur, puis difficulté à bouger. La nuance, par contre, c'est que j'ai comme perdu mon idée avec ça, là. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, l'aliment de tes genoux, ça semble plus que le risque d'avoir de l'arthrite, ça va plus influencer où tu vas en avoir. Donc, si les genoux sont vers l'extérieur, tu vas plus avoir de l'arthrite, je me souviens, vers l'intérieur. Puis si tu as les genoux plus vers l'intérieur, tu vas avoir l'inverse de l'arthrite plus à l'extérieur. Donc, ça va influencer quel compartiment tu vas l'avoir. Un peu comme on a parlé que le genre de sport peut influencer ton risque de blessure. Donc, si tu fais du tennis ou du volleyball, tu vas avoir plus de risque de te blesser à l'épaule. Si tu joues au soccer ou au basket, tu vas avoir plus de chances à te blesser plutôt au membre inférieur. Donc, c'est un petit peu la même chose pour les genoux. C'est plus comme, écoute, tout le monde a des biomécaniques, puis celui que tu vas charger le plus souvent, c'est celui qui est le plus à risque de blessure. Puis quand je parle le plus souvent, je parle des trucs dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas comme quand tu vas au gym, parce qu'il y a aussi le concept de, je ne sais pas si tu connais, Dave, le concept de dose allostatique. Il faudrait que tu m'en parles, mais il me semble que j'ai déjà entendu un peu le nom. Là, ouais. Et un peu plus. Là. Oui, ben, tu as plein de principes qui ressemblent à ça. Tu as aussi le hormesis en anglais, mais en gros, c'est que l'idée que le corps, il y a une certaine dose où il semble bien répondre. Puis tu peux voir la même chose en psychologie. Puis il y a une dose où ça ne fonctionne pas super bien. Donc, si tu regardes les humains, on parle souvent en anglais, c'est low chronic grade stress, donc le stress de bas niveau continu.
Donc, moi, comment je l'interprète, c'est que, écoute, les gens qui ont des doses de stress ou de load, de charge, excuse-moi, qui sont toujours bas, mais toujours là, puis qui n'ont pas vraiment de repos, et pas vraiment de contrôle là-dessus, ça semble avoir des effets nocifs sur le corps humain. Fait que si on donne un exemple, c'est quelqu'un qui a un travail physique, tu penserais qu'ils sont plus en forme que la moyenne ou plus en santé, excuse-moi. Puis en fait, tu regardes, c'est pas le cas. Donc, les travailleurs de la construction, en général, sont soit être en pire santé ou en moins bonne santé que les gens qui ont un travail de bureau, qui font du sport juste régulièrement. Donc, l'idée, ce serait que, moi, comment j'interprète, comme je te dis, c'est qu'il y a un certain niveau, une dose aiguë et très élevée. Euh, Ça va amener une adaptation. Donc, tu sais, si tu vas vraiment intense au powerlifting, tout ça, tes muscles vont devenir plus forts, tes jointures vont devenir plus fortes. Tu sais, ça va créer du dommage un petit peu à long terme, souvent. Mais comme je te dis, ton corps va se rendre plus fort pour rencontrer la demande. Alors que si tu regardes les gens au travail, c'est qu'ils ont tout le temps un stress, ils n'ont pas beaucoup de repos. Puis ça, c'est que c'est pas assez pour driver l'adaptation, mais c'est assez pour driver un petit peu une dégradation ou une fatigue des tissus qui semble être nocive à long terme. Donc, j'ai oublié pourquoi je parlais de ça, là, mais c'est ça, c'est que l'idée, c'est que les trucs structurels, c'est ça. Tu sais, que tu vas me savoir tout le temps quand tu marches, les trucs de même. Par contre, tu sais, les trucs qu'on fait pendant le sport où tu vas à des doses élevées, si tu donnes le repos et tu as une bonne diète, probablement que tu vas pouvoir t'adapter. Puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est qu'écoute, il n'y a pas vraiment de bons, de mauvais exercices, c'est plus, tu vas t'adapter différemment à certains genres d'exercices. Il y en a que c'est probablement plus facile de t'adapter, puis tu donnes peut-être les chances plus de ton côté si tu le fais de même, mais ça va dépendre de personne en personne. Parce que, écoute, tu sais, moi, je vais donner un exemple. Moi, mon deadlift, il est relativement correct. Mon squat est taché, OK? Mais mon deadlift il est quand même bon pour quelqu'un. Tu sais, si je ne m'entraînais pas, j'ai déjà testé, genre, ça, je dois m'entraîner, puis tu ne vas pas trop s'intéresser professionnel parce que vous êtes fucking fort, mais tu sais, je fais comme 345 10 fois sans entraînement. Tu sais, je peux arrêter de m'entraîner 1 an. Mais tu compares à mon squat qui est vraiment à chier, c'est vraiment pas la même chose. Puis la raison, c'est juste, écoute, j'ai des vraiment longs bras. Genre, c'est pas une joke, j'ai des vraiment longs bras pour ma taille. Je pense que mon reach, c'est 6 pieds 4, puis je fais 5 pieds 9. Fait que c'est vraiment facile parce que la barre, elle bouge pas beaucoup. OK? Mais après ça, tu compares à quelqu'un qui est vraiment grand, puis il a des petits bras. On s'entend que son deadlift, il va être à chier, right? Fait que c'est pour ça que c'est drôle, des fois, je vois des gens focusser vraiment sur la technique. C'est comme, écoute, c'est basé sur un modèle vitruvien qui ne représente pas la plupart des gens, tu sais. Puis une femme, puis un gars, ils ne vont pas squatter la même chose. Fait que c'est drôle qu'on se base sur des absolus qui sont plus basés sur, pardon, des idéaux esthétiques puis l'idée de symétrie que, je te dirais, la science ou la personne qui était devant toi. Tu sais. C'est ça. Ah, tu as absolument raison. Là. Je suis le premier, même moi, quand j'en parle avec mes coachs, je donne des formations. Tu sais, la morphologie en parle déjà de savoir si tu vas être un bon bencher, un bon deadlifter. Puis même la morphologie va te dire, exemple, devrais-tu être sumo ou conventionnel? Tu sais? Ça va en parler juste en voyant la personne. Fait que, tu sais, il y en a même des fois avec des athlètes qui me disent, que mettons, puis je ne sais pas, c'est pour vous autres aussi, mais tu as l'impression de dire, ah, tu vas être meilleur sumo, mais ouais, mais là, pour l'instant, je me sens pas à l'aise. Ah, ouais, tu sais, regarde, on va te sentir, on va te continuer en conventionnel parce que tu as appris conventionnel, mais c'est sûr que sur du long terme, tu vas être beaucoup plus fort, exemple, en sumo, mais si on va commencer à travailler plus ta mobilité, ça se travaille, ces facteurs-là. Mais là, après ça, quand ils commencent à switcher pour le sumo, là, ils gagnent des livres de plus sur leur bord. Fait que, je pense que comme tu as si bien dit, Alexis, la morphologie en parle énormément. Là. Fait que c'est un peu la même affaire pour le bench press. C'est quelqu'un qui a un gros torse avec des petits bras. Ben, c'est sûr qu'il est plus prédestiné à quelqu'un qui a pas de chest avec des bras de 6 pieds 4. Là. Fait que. Exact. Alors, j'aimerais aussi ajouter que même les études qu'Alexis ont citées, c'est encore une fois pas pour le squat. C'est vraiment, ils ont vraiment vu la personne. Par exemple, le Varum, je pense que ils ont pris les données juste en resté debout, je pense. Ouais. Euh, Puis c'est ça, il n'y a pas vraiment de littérature sur exactement le squat. Alors, il y en a beaucoup d'études qui ont fait pour les single legs. Alors, c'est sauter sur une jambe. Mais il n'y a pas vraiment tant de littérature sur le squat. On a besoin plus de recherche dans ce domaine-là. Je pourrais dire qu'il y a un peu plus de support en squat parce que tu es sur les deux jambes comparé à juste sauter sur une jambe. Puis aussi, là, on va parler un peu plus des anecdotes. La première fois que j'ai entendu quelqu'un utiliser le knee-in comme un cue pour le squat, c'était par une vidéo de Dan Green, je pense, en 2013. Puis la vidéo est déjà plus sur YouTube pour Juggernaut. Moi, personnellement, je trouve que quand tu pousses les genoux, quand tu rends les genoux un petit peu, ça aide vraiment à utiliser les quadriceps un peu plus. Ça, j'ai trouvé pour moi-même et pour les athlètes, plus les femmes.
Puis, encore une fois, c'est vraiment utilisé dans l'élite en powerlifting, puis weightlifting aussi. Les Chinois, je dirais Liu Xiaojun, puis whatever, ils utilisent vraiment beaucoup le knee Kevin quand ils squattent quelque chose de maximum. Ça se peut que ça augmente les activités d'adducteurs, mais il y a une autre étude qu'on a trouvé que les adducteurs, par Kubo, en 2019, on a trouvé que les adducteurs sont vraiment toujours utilisés dans le squat. C'est surtout l'adducteur Magnus. On pense que c'est vraiment le extenseur des hanches dans le squat. Nice. Alors, ça se peut que quand tu rentres les genoux, tu changes un peu les moment arms pour les adducteurs. Ça se peut, mais on sait pas for sure. Comment on dit for sure? Pour certains. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment d'évidence qui dit que c'est pas bon. Je dirais que c'est vraiment pour la personne d'essayer puis de trouver si ça marche ou si ça ne marche pas pour eux-mêmes. Dites-moi aussi, parce que, moi, quand je me rappelle un peu, je sais que les genoux, des fois, qui rentrent vers l'intérieur, de toute façon, à la base, quand on fait un squat, un peu comme un leg press, c'est comme un mécanisme qui se fait automatiquement. Le corps, la plupart du temps, pour les gens, ça va se faire automatiquement. Mais il y en a d'autres aussi, il y a des entraîneurs, il y a aussi d'autres personnes qui vont dire que justement, si tes genoux rentrent trop vers l'intérieur, peut-être aussi tu as une faiblesse musculaire, peut-être plus au niveau du fessier ou, mettons, ton vasque externe, du quad. Fait que, je ne sais pas si vous autres avez un peu cette pensée-là que c'est tout dépendant du degré du genou, là, il peut avoir une faiblesse musculaire ou c'est vraiment juste parce que ça se fait de même automatiquement. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Écoute, il y a des études qui ont été faites là-dessus qui montrent en effet que c'est plus des études qu'on appelle rétrospectives. Donc, dans le fond, ils regardent les gens déjà comment ils bougent, puis après ça, ils vont regarder d'autres facteurs. Ils voient que les gens justement, qui ont les genoux plus vers l'intérieur, oui, généralement, on tendance à avoir des hanches un peu plus faibles. Mais c'est pas. Mais après ça, quand tu entraînes les hanches des gens, tu fais juste les entraîner puis tu les encourages pas à bouger différemment. Fait que tu as De Willy qui a fait une étude là-dessus en 2011. Ils ont donné plein de renforcements des hanches. Les gens sont devenus plus forts. Kim Bennell a fait la même chose en 2015 puis 2017, c'est genre 3 RCT. Okay? Puis il renforçait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis tu voyais qu'il n'y avait aucun changement dans la biomécanique. L'idée, c'est que c'est probablement pas comment la force des gens. Donc, si tu as des gros muscles, qui va prédire comment tu bouges. C'est probablement plus comment tu bouges qui va prédire la force de tes muscles. Puis si tu veux un exemple vraiment simple, moi, comment je l'explique aux gens, c'est écoute, si c'était pas ça le cas, les danseuses de ballet seraient tout le temps en train de marcher sur la pointe des pieds. Ça n'a pas de sens, tu comprends? Les gars qui ont un petit mollet, tu verrais marcher sur les talons. C'est pas ça, tu comprends? C'est plus que, comme je te dis, comment tu marches dans ton quotidien, puis c'était probablement plus une grosse influence quand tu étais jeune, ça a probablement un effet sur la musculature qui s'est développée, l'espèce de charpente qui est ça. Comme je te dis, si tu veux, les gens qui donnent des exercices de hanche pour changer quelque chose, à moins que tu aies une grosse carence à ce niveau-là, ça me surprendrait parce que, comme je te dis, le squat a pas mal un effet assez. Ils vont renforcer tout ce que tu as besoin en le faisant, on s'entend, pour la tâche. Le principe d'adaptation spécifique. C'est plus qu'il faut que tu le coaches. Si tu veux changer le mouvement, si tu as une bonne raison de le changer, il y en a souvent des bonnes raisons pour la performance. C'est plus ça que les exercices de renforcement qui vont aider en général. J'avais une autre chose à dire, juste je vais revenir sur un point que j'ai fait plus tôt, là, quand je parlais des trucs là, de l'alignement des genoux. Je veux aussi dire que généralement, je ne focus pas là-dessus parce que c'est des facteurs non modifiables. Donc, c'est de la génétique. Est-ce que je vais inquiéter le patient pour un facteur non modifiable qui n'a presque pas d'effet? Non. Il y a beaucoup des plus grosses conséquences de fumer que d'avoir ça. Puis je ne dis même pas aux gens d'arrêter de fumer parce que je sais que ça ne va pas suffire de même. Si la personne veut arrêter de fumer, je vais lui donner des conseils et tout, mais j'ai l'impression que les gens ont toujours dit les risques, puis après ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais ça, c'est un risque non modifiable. Je pense que ça ne sert à rien d'inquiéter les gens avec ça. Puis j'ai une autre question, puis excusez, c'est peut-être pas sérieux, mais je me suis demandé ça, puis il n'y a personne qui sait la réponse. Peut-être, il faut me le dire. Tu parlais du gros chest, puis d'avoir des petits bras, ça aide pour le bench. Il n'y a personne qui est capable de répondre à ça, OK? Ouais. Qu'est-ce qui arrive si une fille a des gros implants, des implants mammaires? Est-ce qu'il y a une loi contre ça? Ben, je pense pas, là. Je pense pas. En tout cas, il n'y a pas. Dans les règles, on ne parle pas des implants et de la grosseur des implants. Donc, ça se peut que si la personne est prête à mettre bien de l'argent là-dedans pour avoir peut-être un record au bench, c'est à sa discrétion, mettons. Je pense pas qu'elle le ferait, mais je veux juste dire que s'il y a une fille, justement, des très gros seins, puis elle aime le powerlifting. Ouais. Ben, c'est ça. En fait, ça va juste diminuer un peu ton roam, ton range of motion. Ouais, c'est ça. Intense. Mais après ça,
il y en a beaucoup que, autant souvent les gars qui ont un gros chest avec des petits bras, souvent l'avantage qu'ils vont faire, ils vont venir peut-être plus l'écraser dans le chest pour après ça, pas on va dire comme sinker, mais ils vont être plus en mesure de bombe la barre, tandis que quelqu'un, exemple, je pense comme Zing aussi, il est plus de même, mais quand il arrive au chest, lui, il attend plus, il est plus contrôlé au niveau du chest. Fait que souvent les gens qui ont plus des longs bras avec un chest moins, mettons, on va dire plus loin, un chest moins gros, souvent on a cette tendance-là à faire. Puis après ça, là, on va parler du arqué puis non arqué, là. Parce qu'en powerlifting, je pense qu'il y a encore beaucoup le. Bon, quand tu arques, puis là, tu as un range of motion non de même, là, tu n'es pas un vrai bencher. Puis là, il y en a d'autres, des fans comme Jen Thompson qui a bench 3 plates, puis elle a comme 40 ans. Là, elle est rendue plus qu'à 40 ans, là, mais il y a des fans qui sont capables de bencher plus que des hommes. Là, fait que, ouais. Non, je dis pas qu'ils trichent, là. Je vais juste dire, je me demandais. Non, je sais, c'est fucking impressionnant, les filles qui sont capables de lever. Alors, ça m'impressionne. À chaque fois que je check des vidéos, vraiment souvent là-dessus. Non, c'est ça. Puis, on va en parler un peu, mais je pense que c'est un sujet qui est comme fort intéressant, mais le fameux round back au deadlift. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de cette. Oui, non, peut-être. Algo? Il y a Algo? On va parler un peu de ça. La réponse rapide, c'est que des fois, on pense que nos yeux sont vraiment efficaces à juger si c'est round ou pas round. Mais depuis quelques années, il y a plus d'études qui sont faites avec des senseurs motion sensor en 3D. Alors, ils mettent des marqueurs sur le dos, puis ils vont demander à la personne de rester debout. Ça, c'est genre le neutral. Puis après ça, ils vont faire des deadlifts, faire des squats pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau lombaire. Alors, ils ont trouvé pas mal. C'est vraiment consistant entre toutes les études. Alors, même si tu penses que ton dos est vraiment plat et vraiment flat, tu round significativement. Alors, dans la littérature, environ 75% de ton range of motion, amplitude maximum au niveau lombaire. Alors, même si ça a l'air d'être plat, c'est en effet en flexion 75% du max. Alors, même si même si tu es round ou pas round, ton lombaire est toujours en flexion. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment répéter. Genre, n'importe ce que tu fais, ça va être en flexion. Alors, c'est quoi qui fait la différence entre round et pas round subjectivement qu'on voit? Moi, personnellement, je pense que ça vient plus de ton lower thoracic, ton thoracique un peu plus bas, puis le reste de ton range lombaire. Mais tu sais, c'est pas beaucoup. Tu as genre 3-4 degrés de plus niveau lombaire entre un round et pas round. Tu sais, c'est pas énormément. Alors, moi, personnellement, je pense que ça vient vraiment beaucoup plus dans les thoraciques. Je pense que c'est un bon chose d'étudier, je sais pas, pour quelqu'un, de vraiment aller un peu plus loin parce que maintenant, ils cherchent vraiment plus niveau lombaire. Ils ne montent pas vraiment dans la thoracique. Puis, ils ne comparent pas genre un subjective round comparé à un subjective pas round. Alors, tu sais, premièrement, c'est toujours round, même si tu round ou pas round. C'est toujours round. Puis nos yeux, tu sais, sont pas capables de vraiment voir ça. Puis aussi, je pense, il y a une autre raison. Par exemple, quand tu es en neutral, ton lumbar est de même. Alors, ça, c'est en avant, ça, c'est en arrière. Ton lumbar est de même quand c'est neutral. Puis quand il fait une flexion au niveau lombaire, ça va de même. Tu sais, ça a l'air plat, mais ça va pas aller plus que ça. Tu sais? Genre, le maximum flexion, c'est genre plat de même. Alors, même si tu round plus, il va pas aller plus que ça. C'est plus ton thoracique qui va round plus. Alors, le round que tu vois, ça vient probablement plus de ton thoracique, pas vraiment de lombaire. Alors, tu round ou pas round, ça fait pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qu'on peut changer non plus. Puis c'est aussi répliqué dans d'autres exercices. Par exemple, le kettlebell swing, ça a l'air vraiment pas round, mais ils ont trouvé, c'est Stuart McGill qui a trouvé qu'il y a quand même 22 degrés de flexion. Good morning, il y a 27 degrés de flexion.
on peut pas vraiment juger ça avec nos yeux. Puis je dirais que subjectivement round comparé à subjectivement pas round, il y a quand même une différence niveau technique. Le monde qui ont un peu plus flat back, ils ont normalement plus de difficultés au début du deadlift, puis lock out un peu plus facilement. Puis l'inverse, quand ils round, ils ont normalement un début de deadlift vraiment facile, puis un lockout plus difficile. Je pense que ça, c'est plus à cause des moments arms. Quand tu round un peu plus, tes hanches sont un peu plus proches de la barre. Alors, c'est un peu plus facile de commencer le lift. Mais rendu en haut, tu as besoin de extend un peu plus. Puis l'inverse est aussi vrai. Même ici au Québec, dans le plus haut niveau, on voit vraiment les deux sortes de deadlift. J'ai fait un petit liste ici des personnes du Québec qui deadlift beaucoup. Par exemple, ceux qui round beaucoup, t'as Justin Lee, Dylan Lee, t'as Fabrice dans 105 qui round pas mal. Marc Cardinal, 120 qui round pas mal. Ma copine Nadia, elle a le record dans le 63. Elle round en SC. Puis elle a fait un sumo en plus. Puis elle round énormément en sumo. Puis ouais, j'ai une histoire de ça après. J'ai un autre athlète, Danny, qui a le record dans 74 junior. Lui, il round en SC. Puis aussi, on a du monde qui ont un deadlift plus flat. Tu as Aurélie, 47 kilos. Michael Cloutier, Marc-Antoine, Doré, Benedetto. Ce monde-là qui ne rentre pas vraiment. Tu peux vraiment voir qu'il part vraiment au début puis il lock up plus facilement. Alors, c'est vraiment la deux sortes de faire l'affaire, puis c'est vraiment à la personne de trouver qu'est-ce qui est mieux. On ne peut pas dire qu'une est mieux que l'autre parce que pour tout le monde, ton lumbar, ton lower back est en train de faire la flexion. Puis c'est vraiment comme ce que Alexis a dit tantôt, c'est ce que ton corps est habitué de faire, qu'est-ce qui est préparé de faire. Il n'y a pas vraiment un mauvais mouvement, seulement un mouvement si tu n'es pas assez préparé de le faire. Ma blonde Nadia, elle deadlift tout le temps avec un dos vraiment round. Puis je pense 2018, on a vraiment fait un cycle avec son dos plus flat, mais on est allé trop lourd, trop vite. C'est trop lourd, trop vite, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment. Puis elle s'est blessée en faisant un deadlift avec un dos plus flat. Parce qu'elle n'est pas habituée de faire ça du tout. Elle fait toujours ses deadlifts avec un rounded back. Alors, si tu veux changer, je dirais, pour un athlète qui veut changer, qui veut essayer d'autres nouveaux mouvements, commencer light, commencer moins lourd. Donner le temps à ton corps d'adapter. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, il n'y a pas vraiment un mauvais mouvement, mais c'est vraiment la charge qui pourrait changer si un mouvement est mauvais ou non. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, Alexis. Ou... Ouais, moi, en fait, j'ai une énorme vidéo qui s'en vient là-dessus. Je vais attendre, fait que je ne vais pas le spoiler trop, mais je peux donner un petit peu les détails. Je ne sais pas si tu connais Ben Inglis. Ouais, pas de nom. Ouais, pas j'ai déjà... Ouais, ben, il travaille pour Barbell Medicine, c'est un de mes bons amis. Puis on a en gros, je crois qu'il a fait une vidéo sur comment la flexion c'était pas bon. Fait qu'on a révisé les sources qu'il a suivies. Puis en fait, on a fait une revue de toute la littérature qu'il y a là-dessus pas mal. Puis je vais être honnête, là, j'ai l'impression que tout le monde qui cite les travaux, parce que la peur de la flexion, c'est surtout basé sur les travaux de Stuart McGill. Puis j'ai l'impression que tout le monde qui cite les a pas lus. Fait que c'est des ressources que je dis, là, c'est que Stuart McGill, c'est un chercheur extrêmement important, très, très compétent techniquement, mais c'est juste le problème, c'est quand tu arrives à ces conclusions, je ne comprends pas. Si tu ne lis pas l'abstract avant, j'ai aucune idée comment il arrive à ces conclusions parce que la plupart de ces conclusions contredisent ses propres résultats. Fait premièrement, OK, ça, tout le monde le dit, là, c'est basé sur des études faites sur des cochons et des chèvres, des colonnes cervicales de chèvres. Fait que c'est dur d'extrapoler. Oui, leurs colonnes ressemblent beaucoup à des humains. Ça, c'est pas ça mon problème. C'est plus le fait qu'ils sont morts. Fait qu'ils peuvent pas s'adapter à ce que tu fais. Puis tu as beaucoup d'études qui montrent, tu as Franken en 2021, puis les études sur les powerlifters qui montrent que les gens qui lèvent des charges lourdes puis fréquemment ont une colonne plus épaisse. Il y a même une étude, comme je te dis, où ils ont suivi les elite lifters, puis à mesure qu'ils augmentent leur dose d'entraînement, de flexion chargée répétée, leur disque s'épaississent. Fait qu'on sait que c'est presque certainement à cause de l'entraînement. Comme je te dis, les disques s'adaptent. Fait que c'est dur, tu ne peux pas extrapoler des études de cadavres parce que les cadavres ne s'adaptent pas. Mais après ça,
c'est encore pire si tu regardes les études parce que, comme Dizine a dit, c'est impossible de. Excuse-moi, je ne sais pas si on le correctement, peu importe. C'est impossible d'éviter la flexion quand tu fais un squat ou un deadlift. Fait que si tu prends les études et tu te dis, OK, fine, genre, M. McGill, genre, ça fait du dommage de se fléchir. L'argument, ça ne devrait pas être tu devrais deadlifter avec un dos droit. Tu ne devrais juste pas deadlifter, tu ne devrais pas squatter, tu ne devrais rien faire. Parce que, puis après ça, il y a aussi l'argument du dosage. Les charges qu'ils ont utilisées, tu sais quoi, toi, quand tu vas t'entraîner, on va dire que tu es vraiment fort. Okay? On va dire que tu es John Hack puis tu soulèves, je sais pas moi, tu deadlifts genre 900 livres. Okay? Tu deadlifts 900 livres, tu fais ça 10 fois, tu fais 30 répétitions à chaque entraînement. Okay? Puis après ça, tu vas dormir. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des colonnes d'animaux morts, puis il a fait 75 à 85 000 flexions avec 300 livres sur la vertèbre. Une vertèbre. C'est comme, excuse-moi, pas une vertèbre, c'est genre 3, comme les vertèbres lombaires, donc 5 vertèbres. C'est comme, oui, moi, comme honnêtement, quand on a eu ces résultats, moi puis Ben, on était comme, je comprends pas comment il n'y a pas eu une rupture plus rapidement. Après ça va encore plus loin. Si tu lis les études pour vrai, il y a plus d'hernie dans le groupe qu'il y a plus de flexion. Donc, généralement, ils comparent un peu de flexion. C'est tout le temps en bas de 25 degrés. Donc, tu as Tempierre, j'ai sauvé, là, attends, je vais tout sauver. Tempierre, Verres, puis Callaghan. Il n'y en a aucun qui va au-dessus de 25, qui est le minimum que tu as besoin pour faire un kettlebell swing avec le dos complètement droit. Bien, visuellement droit. OK? L'idée, c'est qu'il comparait un risque de quelque chose que tu ne peux pas éviter à quelque chose que tu ne peux pas éviter. C'est super utile dans les humains. Puis, il voyait que le groupe qui avait un peu plus de flexion avait moins d'hernie. Puis après ça, il conclut que la flexion n'est pas bonne parce que le groupe avec la flexion a eu des ruptures. C'est comme oui, le groupe avec plus de flexion. Ça, c'est con. Il y a une étude qui montre l'inverse, puis il y a une étude qui c'est pas concluant. Puis qu'on faisait juste comparer le loading rate, à quel point la force était appliquée rapidement. Après ça, ça va encore plus loin, puis j'ai trouvé ça récemment. Si tu regardes les modèles de disques, celui de McGill, ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Puis si tu regardes, normalement, dans les disques en santé, il y a 30 qui ne répondent pas de manière prévisible au stress. Donc, généralement, la logique, c'est que si tu fais une flexion, le disque va vers l'arrière. C'est pour ça qu'on a des hernies, right? Dans 30 des cas, ce n'est pas le cas. Mais après ça, c'est encore pire parce que si tu regardes, il y a. Qui a fait cette étude-là déjà? Je pense que c'est Eddington, puis c'est Haney en 2009. Il a fait un systematic review, puis il a vu que 6 études sur 13 montraient que les disques qui ont du dommage, donc une dégénération, ils se comportent de manière stochastique. Donc, on ne sait pas dans quelle direction le disque va aller ou qu'est-ce qu'il va faire. On ne sait pas si ça va, si c'est une hernie, si ça va l'aider ou si ça va faire l'inverse. OK? Puis le problème, c'est que chaque année que tu as été en vie, tu as un 20 environ. Là, j'exagère, mais c'est. Ben, pas j'exagère pas, excuse-moi, c'est juste que c'est plus facile. En fait, c'est un peu plus, là, mais si tu regardes l'étude de Brzezinski en 2015, la revue systématique de toute la littérature, disons que tu as 20 ans, ça va être environ 40 disons que tu as 30 ans, ça va être 50 Ça, c'est ton risque d'avoir de la dégénération dans tes disques. Puis quand je dis dégénération, c'est plus des risques associés à l'âge normaux. Ben, fait que ça veut dire que, disons que tu as 30 ans, tu as un 50 de chance qu'il y ait du dommage dans ton disque ou ton disque ne va pas se comporter comme dans les modèles de McGill. Donc, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Fait que c'est littéralement un guess de dire que la flexion n'est pas bonne. Parce que les modèles ne s'appliquent pas, ils ne peuvent pas être répliqués, ça ne s'applique pas aux humains. Puis ensuite, il y a une dernière étude qui a été sortie l'année passée, c'est Von Arx. Ils ont montré qu'en fait, en flexion, il y a moins de stress total sur tes vertèbres, sur ta glande vertébrale. Fait que, comme je te dis, l'argument est vraiment mince. Puis je te dirais qu'en fait, il y a plus d'arguments pour se justifier. Puis il y a aussi une étude qui montre qu'il y a un petit peu plus d'avantages mécaniques, mais bon, c'est une étude de marde, là. Mais ça a été fait dans les humains. Mais l'idée, c'est que les études qu'on a dans les humains ne semblent pas confirmer les modèles animaux. Puis les modèles animaux se contredisent au point que tu ne peux pas faire de conclusion. Fait que moi, je te dirais que, étant donné que les humains s'adaptent, puis que c'est naturel de se fléchir, je ne comprends pas pourquoi on aurait évolué pendant des milliers d'années pour être comme, hey, écoute, c'est vraiment naturel de même, mais j'ai besoin d'une profession. Tu sais, les powerlifting coachs, ça n'existait pas il y a. Ça fait quoi? Ça fait 100 ans que ça existe? Il n'y avait pas de powerlifting coach il y a 100 ans pour nous dire, tu sais, qu'on était dans les cavernes pour nous dire de garder notre colonne droite, mais tu sais, on était correct, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on aurait évolué pour devenir naturel à faire ça? Tu sais, avoir les yeux en avant de la tête, regarder en bas, alors que c'est pas naturel pour nous. Tu sais, c'est un peu étrange à mon avis. Mais bon, c'est ça. En gros, c'est que, tu sais, tout dépendant de l'athlète qu'on a, c'est si on a un athlète qui a déjà tendance, ça fait plus longtemps qu'il fait quand même du deadlift, puis il va toujours avoir une tendance à round, ça serait mieux de quand même le continuer à laisser round au lieu d'aller chercher une colonne plus vertébrale, plus, on va dire, normale à sa guise, là. Fait que, c'est plus de cette manière-là que vous conseillez peut-être les coachs sur du long terme à travailler avec leurs athlètes. Oui, je dirais que c'est vraiment difficile de dire c'est quoi le normal. Ouais. Il y a plein de coachs qui disent qu'il faut avoir ça, qu'il faut avoir whatever, mais on est en train de dire que
que tu peux pas l'éviter. Si tu veux l'éviter, tu peux pas faire du squat, tu peux pas faire du deadlift, tu peux même pas t'asseoir. Tu peux pas t'asseoir dans une fauteuil parce que quand tu t'assois dans une fauteuil, quand tu es assis en ce moment, tu as plus de flexion dans le lombaire qu'en bas d'un deadlift. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ben, moi, je pense pas. Alors, c'est vraiment à la personne de vraiment trouver qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis pour moi, je pense pas que c'est vraiment un gros risque. Il n'y a pas vraiment d'évidence qui dit, il n'y a pas assez d'études pour me dire que c'est quelque chose de mauvais puis qu'il faut changer. Encore une fois, comme j'ai dit, il y a des succès dans les deux côtés. Il y a des athlètes qui liftent avec un dos vraiment round. Puis il y a des athlètes qui liftent avec un dos plus droit. C'est sûr qu'au sumo, je pense que c'est un peu plus facile d'avoir un dos plus droit. Mais à la fin de la journée, c'est pas vraiment vrai non plus. Il y a plein de deadlifters sumo. Par exemple, Jamal, il deadlift sumo, puis son dos est quand même assez visiblement round. Puis c'est ça. C'est ça notre point de vue, je dirais. Ouais, je pense que, comme tu as si bien dit, on ne peut pas vraiment l'éviter. Puis surtout après ça, quand tu as une charge de 800 livres dans tes mains, ou même rendu à 500 ou 600 livres, tu as quand même une gravité qui joue contre ta barre. Puis ben, à ce moment-là, ben, tu ne peux pas garder non plus tout ton dos neutre, tes épaules neutres. Fait que, on va avoir tendance peut-être à comme arrondir vers l'avant. Puis dès que les épaules vont arrondir vers l'avant, ben, ça va jouer aussi sur la colonne, sur la posture. Donc, plus avoir une tendance à arrondir dans le mouvement. Mais tout dépendant de si tu arrondis dès le départ dans ton bas de dos ou plus dans ton thoracique. En même temps, ton dos, ça bouge tout le temps. Ça ne reste jamais en neutre. Parce que si tu veux faire un deadlift, par définition, tu commences déjà en fléchion. N'importe ce que tu fais, ton lumbar est déjà 75% de max. Il va dans flexion à extension. Alors, c'est quelque chose que tout le monde fait. Si tu es humain, quand tu fais un deadlift, ton dos, ça bouge. Ça ne reste pas neutre. Il n'y a pas vraiment un neutral zone non plus parce que ça bouge pas mal. Puis aussi, on va donner le squat comme un exemple. Quand tu es au début de squat, tu es presque neutre, mais tu es un peu en fléchition. Puis quand tu descends, tu vas beaucoup, beaucoup plus en fléchition. J'entends, pour les mêmes études de deadlift qu'on en parlait, ils ont trouvé qu'en haut d'un squat, tu commences pas complètement neutre, tu commences déjà un peu en fléchition. Puis quand tu descends dans le squat, ton lumbar, ça flex plus, mais pas autant qu'en bas d'un deadlift. Puis en retournant, ça extend. Alors, c'est quelque chose que tu peux pas éviter quand tu squats. Alors, ton dos, ça va toujours bouger. Ton lumbar, ça va toujours bouger. N'importe ce que tu fais, n'importe ce qu'on voit, n'importe whatever, ça bouge quand même significativement. C'est pas 2-3 degrés, ça va ça bouge, je pense, 15 degrés environ dans un squat, environ 20 degrés dans un deadlift, puis le maximum range lombaire de ACSM, American School of Medicine, whatever, ACSM, c'est environ 25 degrés là, en moyenne, l'amplitude maximum d'un lumbar flexion. Nice. Alors, c'est quelque chose qui arrive n'importe ce qu'on fait. On ne peut pas vraiment changer non plus. Good. Puis, vas-y, Alexis. Hein? Ouais. Moi, c'est peut-être que je viens d'un milieu plus avec des variables moins imprévisibles. Basket, soccer, tout ça, karaté. Puis alors que le powerlifting, c'est quelque chose où on essaie de contrôler vraiment des variables spécifiques. Moi, je suis plus dans un monde où comme, on essaie de. C'est que nécessairement, on sait qu'il va y avoir des situations imprévisibles, fait qu'on essaie de se préparer. Mon idée, c'est que quand tu vas faire un max-out, tu vas avoir des ugly reps, right? C'est normal. Fait à la limite, ce que je dirais aux gens, c'est peut-être, au coach, c'est pas nécessairement que, hey, écoute, tout le monde doit lever avec le dos droit, puis tu dois laisser les athlètes faire ce qu'ils veulent. C'est plus comme peut-être de ne pas pathologiser certaines formes de lifting, puis dire, hey, tu vas avoir mal si tu fais ça. Peut-être juste plus regarder comment la personne se sent, puis si elle se sent bien, peut-être tu ne touches pas, puis tu regardes plus d'un point de vue de performance, genre, hey, peut-être cette manière-là, ça va être plus efficace pour toi. Peut-être plus de voir de cet angle-là, plus que comme, hey, de telle manière, tu vas te blesser, parce qu'à la limite, je te dirais que si tu penses juste d'un point de vue vraiment biomécanique, comme je te dis, quand tu vas faire un 1RM, tu vas avoir une rep qui va être laide, puis tu vas aller dans des ranges que tu n'es pas habitué. Fait que si tu l'évites tout le temps, ça pourrait techniquement, t'amener dans un range où tu n'es pas entraîné. Fait que ce que je suggère aux gens, comme je te dis, c'est juste de ne pas avoir un peu de variation, en fait, de l'encourager, puis peut-être même avoir des accessoires qui vont encourager ce range-là, right? Où tu vas comme
compenser, si tu veux. À la limite, tu sais, comme je te dis, la littérature n'existe pas. Fait que souvent, quand il n'y en a pas, une nature fiable là-dessus n'existe pas tant que ça. Fait que je ne te dis pas d'aller faire des Jefferson Curls super lourds. Mais par contre, ce que je dis aux gens, c'est que souvent, tu sais, peut-être en mettre comme accessoire, tu vas avec un range tolérable pour, tu sais, dire à la colonne que c'est correct, c'est probablement une bonne idée. Puis après ça, quand tu vas faire tes rep max, parce que comme je te dis, puis je vais t'en être, j'essaie de faire j'essaie d'appliquer pour un PhD, ça va probablement être ça, ma recherche. Là, si je peux, ça va être de tester des Jefferson Curl low, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne, honnêtement. Mais entre-temps, comme je te dis, pendant que tu fais tes rep max, de plus penser comme nerd que c'est comme un gros range. Puis écoute, évite les extrêmes où tu es comme complètement penché. Puis comme j'ai jamais vu quelqu'un faire ça un meet. Genre, je sais pas pourquoi tu ferais ça, c'est pas efficace. Parce que, tu sais, là, oui, on sait que ça met un peu plus de stress sur le ligament, puis on ne sait pas si tu vas être capable d'être adapté, tout ça. Mais, comme je te dis, de ne pas avoir peur d'être entre les deux, d'avoir un. Tu sais, tu connais Worm Chad? Oui. Là, je te dirais que moi, personnellement, je trouve ça cool qu'il fasse ça, puis clairement, il est adapté. J'encouragerais peut-être pas tout le monde à lever comme ça. Parce que ça, c'est un petit peu extrême. Mais, que je dis, à ça serait une grosse discussion à avoir. Lui, clairement, il est confortable à faire ça. Fait que let's go. Puis je pense qu'en fait, lui, il a mal quand il a la colonne droite parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je me souviens plus, il y a une histoire derrière. Mais comme je te dis, peut-être, comme je te dis, encourager un peu plus de variation, puis peut-être même voir les différents ranges de lift, avoir un lift, tu sais, hey, comme écoute, ton sumo, on va le faire de telle manière parce que tu vas avoir telle angle dans ta colonne, puis ton conventionnel, on va le faire de même parce que tu as telle angle dans ta colonne, pour préparer la personne à quelque chose d'inévitable plutôt que de l'éviter complètement. Tu sais, ce serait comme avoir des alarmes, à l'école, on avait des alertes, des pratiques d'alarme de feu. Tu sais, on n'était pas comme, écoute, il ne va jamais avoir de feu. On était comme, écoute, il va en avoir un moment donné, puis on va être prêt quand ça va arriver. Puis si tu regardes les études, ça fonctionne mieux, une habitude de même. Même chose avec la prévention. Là. Je ne veux pas être politique, là, mais les trucs là, sur les personnes enceintes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, sex ed aux États-Unis. Tu sais, les États où ils n'en parlent pas, ils ne parlent pas du sex ed, c'est l'endroit où il y a le plus d'avortements, des trucs de même, de problèmes. Fait que c'est vraiment problématique. Alors que les États, ils sont comme, écoute, regarde, ils vont en avoir qui vont le faire, puis on veut juste qu'ils le fassent de manière sécuritairement. Si on appelle ça du harms reduction, c'est là que c'est le plus efficace. Fait que je te dirais voir ça un petit peu de même, voir que c'est un risque inévitable pour lequel on peut quand même se préparer un petit peu, se prendre plus 5 et d'être comme, écoute, il y a tel range, il faut que tu fasses de telle manière, sinon tu vas te blesser. Je te dirais que c'est ça mon opinion là-dedans. Puis peut-être encourager des Jefferson Curl pas lourds, juste comme warm-up, comme accessoire fun pour tes athlètes, peut-être un warm-up, des trucs comme ça. On finit avec un gros sujet un peu. Au niveau du parting, au niveau du arc. Fait que, il y en a aussi il y a des coachs, puis il y a même aussi d'autres professionnels de la santé qui pensent que arquer, ça peut même avoir des risques de blessure. Mais je pense que quand on est un athlète, plutôt rare, mais selon vous, au niveau peut-être plus sur la la physiologie d'une personne ou d'un athlète, est-ce qu'il peut avoir des impacts sur leur corps éventuellement, ou c'est vraiment ou quelqu'un qui voudrait être en mesure d'arquer, il y a un moyen de le travailler davantage? Ben, moi, je dirais que dans le bench, là, on parle plus dans l'extension des lombaires. Je dirais dans la littérature avec Stuart McGill, puis le monde a plus peur des flexions. Je dirais qu'il n'y a pas tant de littérature qui étudie l'extension. Encore une fois, je dirais, comme Alexis a dit, puis comme moi j'ai dit, je pense pas qu'il y a un mouvement qui est inherently mauvais pour toi, qui est mauvais pour tout le monde. Je pense que ça dépend vraiment de la personne. Moi, j'ai aucun problème pour les gros arcs parce que, normalement, les personnes qui sont capables d'arquer plus, c'est toujours les filles qui sont plus mobiles, je dirais, puis ils sont déjà nés avec ça. C'est quelque chose qui ne peut pas changer tant que ça. Je dirais, tu peux toujours travailler. Puis, il y a toujours une progression. Les personnes qui arquent de même, ils sont pas arrivés là d'un jour. Ils ont vraiment essayé d'arquer de plus en plus quand ils benchent. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'arquer comme ça dès jour 1. Ils ont déjà fait le travail de progresser. Leurs corps sont déjà pas mal adaptés à faire ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça, honnêtement. Esthétiquement, je comprends pourquoi il y a du monde qui n'aime pas ça parce que ça diminue énormément l'amplitude de mouvement. Je ne sais pas si tu as écouté une vidéo de Candido qui parle de peut-être on doit changer, ajouter genre un règle niveau, c'est quoi le maximum largeur que tu peux prendre dépendant de ton weight class. Ça, c'est assez intéressant. Moi, je pense que ça va changer énormément l'amplitude de mouvement dépendant de ton poids corporel.
Je pense que ça, c'est plus la direction comme moi, j'y vais. Puis, mais pas autant l'arc, parce que l'arc, c'est aussi un pratique. Ils ont pratiqué, ils ont travaillé fort pour ça. C'est pas quelque chose qui est venu de même. Alors, c'est ça mon point de vue. Comment est-ce qu'on peut avoir un plus gros arc? Je dirais peut-être pratiquer, essayer de faire l'extension thoracique, lombaire le plus possible dans le bench. J'ai vu des coachs qui suggèrent de mettre un foam roller quand ils bench. C'est quand même quelque chose que tu peux essayer. Moi, j'ai jamais essayé. Puis moi, je pense qu'il y a une limite aussi, dépendant de la génétique d'une personne. Je pense les gars de 100 kilos plus, je pense qu'ils ne vont jamais arquer autant qu'une fille de genre 52 kilos. Alors, je pense qu'il y a une limite morphologique dépendant de la personne aussi. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut changer énormément, je pense. Mais je suis sûr que tu peux faire des améliorations, c'est sûr. Ah, ben, moi, j'en parle souvent. Des fois, j'ai comme un gros, on dit un yoga wheel, là, c'est comme vraiment beaucoup plus gros en diamètre que juste un foam roller. Puis souvent, on peut comme te coucher dessus ou le dos, puis là, ça te de comme travailler un peu justement ton extension et tout ça. C'est une manière, mais ça reste quand même que quand tu n'es pas habitué, c'est un gros stress pour la personne, pour l'athlète. Fait que souvent, si tu commences avec le foam roll, puis après ça, tu augmentes un peu ton degré pour finalement être en mesure de quasiment faire comme en gymnastique, le pont, là, les mains, les mains au sol, puis on lève le corps, mais je ne sais pas si c'est des outils que vous avez déjà vus un peu et que vous trouvez peut-être ça un peu euh, moins important pour les athlètes. Je ne sais pas si vous voyez un peu qu'est-ce que je parle, là, le gros foam roll là, que tu peux comme t'accoter le dos. Je ne sais pas si vous de quoi que je Genre parle. ceux qui pèsent beaucoup? Est-ce que tu parles des genre Donnie Thompson, genre les gros machins qui pèsent genre 100 livres? Est-ce que Non, ça, non. tu parles, Non, mais c'est tu comme parles de. par exemple, comme Kabuki, ils ont fait un exemple, un gros wheel avec genre pour comme te masser, mais en fait, c'est plus pour t'aider comme à round ton back, là. Je sais pas, tu sais pas de quoi que je parle, hein? Moi, je sais quoi tu parles, ouais. Ah. Moi, je sais quoi tu parles, ouais. Tu Ouais, m'entends? Ouais. ouais, j'entends, hein. Fait que c'est Voilà. toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses de ça un peu, ces outils-là qui créent un peu. Je dirais que ça peut être une bonne approche. Tu sais, je pense, honnêtement, je pense là, on the top of my head, mais tu sais, d'un point de vue, le haut du corps, 100%, c'est une bonne idée. Ton corps va s'adapter parce que tu te mets dans la position où tu veux travailler. Après ça, je ne sais pas. Parce que tu sais, souvent quand tu rounds, surtout quand tu arrives dans des extrêmes de rounding, tes épaules vont toucher par terre, et ça, c'est tes fesses, right? Fait que tu as un travail musculaire qui est fait. On s'entend au niveau des structures protectives, que là, ne va pas être fait avec le truc de Kabuki dont tu parles. Ouais. Right? On s'entend? Fait que je ne passerais pas de OK, là, tu as l'angle, on va l'enlever, puis tu vas rep max ton bench. Je te dirais que ça, ce serait une très mauvaise idée. Par contre, je te dirais d'alterner en 2 répétitions, tu sais, comme quelqu'un qui fait des exercices de force avec comme les chevilles lestées, puis après ça, tu lui dis, excuse-moi, les exercices de vitesse, puis après ça, tu vas le transitionner à écoute, on va juste te faire courir. Je te dirais, ouais, c'est une bonne idée, mais c'est juste, tu ne fais pas juste ça parce que ben, dans ce cas-là, ce serait à cause des problèmes de coordination. Là, c'est plus au niveau de, écoute, tu n'as jamais fait pas de poids, puis ça va être complètement un stress différent parce que là, ce qui était fait par le kabuki va être fait par les muscles de ton dos. Tu sais, n'es peut-être pas prêt, tu comprends? Fait que je te dirais, oui, d'un point de vue technique, c'est vraiment probablement une bonne idée, mais plus comme un accessoire ou à la limite un warm-up de mobilité. C'est un exercice de mobilité carrément. Tu veux dire, au lieu de faire un exercice de mobilité pour le bas du dos, faire des cobras, puis dire, OK, tu vas faire un arch bench. Tu peux juste faire un bench direct avec le dos arqué, avec le kabuki. Ça, je te dirais que c'est vraiment une bonne idée, à la limite, maintenant que je pense. Ça, comme Xine disait, là, moi, je sais que c'est pas ça. Putain, pour les idées de est-ce que c'est mauvais l'extension dans la colonne? Comme il dit, ouais, c'est ça. On a surtout vérifié l'extension, la flexion de la colonne. On n'a pas trop d'idées sur l'extension. Quoiqu'il y a certaines études qui montraient, comme je te dis, c'est un peu la même idée que l'extension quand ça a été testé. Donc, c'est dans des études de cadavres de relativement basse qualité. Si on regarde le travail de Wiedemann, puis j'ai oublié son nom, c'est Battier, excuse-moi. Ouais. Ils ont fait beaucoup d'études sur les jumeaux, donc dans les 30 dernières années. Je pense que ça a commencé en 1997, puis il y en a un qui est sorti l'an passé. Puis ils ont suivi les jumeaux sur des années, puis ils ont vu que, écoute, le fait d'être plus lourd, donc tu as le 2 des jumeaux identiques qui est plus lourd, sa colonne va être comme, je pense que c'est comme 4 à 7 plus épaisse, la densité osseuse. Fait que
sais, quand tu fais un bench arqué, ton dos, il va avoir plus de tension de compression dans les os, des trucs de même. Fait que la logique, ce serait qu'en ce moment, la littérature semble pointer que ton dos va s'adapter. C'est juste que je le ferais de manière progressive. Fait que je dirais que c'est souvent ça. Puis, tu sais, si tu regardes le mythe américain, puis je deviens philosophique, là, mais tous les trucs, c'est que souvent, les gens vont juste voir le résultat, puis le point final, puis se concentrent là-dessus, tu sais. Ouais. Ils vont dire, ce gars-là, il a un business, il est riche, mais c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Il a-tu comme sacrifié des enfants pour le faire ou il a genre fait, tu sais, ce qui a aidé donner des repas en Afrique, tu sais? C'est plus comme je te dis, moi, je te dirais pour les blessures, puis pour le succès des gens, puis le respect qu'on devrait avoir, on devrait plus se concentrer sur le parcours plutôt que sur le point final. Tu sais, c'est pas qu'il y a une technique, c'est comment tu t'es rendu à cette technique-là qui est important. Je pense que je veux dire, comment tu t'es rendu à ce point-là, sur lequel on devrait focuser le processus plutôt que le résultat. Parce que comme je te dis, ce qui sort du podcast, c'est que nous, on semble penser qu'il n'y a pas une bonne ou mauvaise technique, en tout cas, ou pas dans le débat qui est fait. Tu sais, il y a peut-être des extrêmes que peu de gens font qui, oui, sont peut-être vont augmenter ton risque de blessure comparé à d'autres choses, mais dans le powerlifting, comme je te dis, je ne pense pas que c'est le débat qu'il y a en ce moment. C'est ça, comme je te dis, ouais, je pense que c'est une bonne option. Puis je pense que le dos, comme je te dis, va s'adapter. Puis même chose, les coureurs marathoniens, puis les powerlifters, comme encore une fois, là, leur colonne est 2 fois plus épaisse que la moyenne. Fait que les impacts, ça semble être bon, puis la compression, ça semble être bon. C'est juste qu'il faut que ce soit dosé, encore une fois, là, on revient à l'idée d'allostatique de manière progressive avec un bon repos. Fait que, en gros, là, honnêtement, ça serait entraîne-toi pas comme un casque. Prends ton repos, puis normalement, ta colonne devrait s'adapter. Puis il y a probablement des bons mécanismes de protection. Puis souvent, écoute, si ça commence à faire mal, peut-être de back off un petit peu, puis réessayer plus tard quand la douleur va mieux. Parce que souvent, la douleur, c'est pas que ça signale du dommage. C'est souvent plus comme un signal d'alarme pour te dire, hey, écoute, tu dois te faire attention en ce moment. Un peu comme le signal d'alarme sur une auto, tu sais. Mon auto, l'ordi était brisé. Fait que, j'étais souvent bloqué, je n'étais plus capable d'aller en haut de sang, il fallait que je la rallume. Mais je sais que c'était l'ordi qui était brisé, tu comprends? Fait qu'il y a des gens qui ont de la douleur chronique, c'est vraiment comme ça. C'est juste que, écoute, leur système d'alarme est un peu fucked up, puis ça a commencé à cause du dommage, mais depuis, il n'y a plus de dommages dangereux. Mais après ça, pour les gens normaux qui ont un système nerveux intact, tout ça, souvent, c'est plus un signe que, écoute, là, tu étais peut-être en train de te surentraîner, puis si tu continues de même, ça va peut-être mener à des blessures éventuellement. Fait que tu prends ça easy, puis écoute, si ça continue, puis que ça n'empire pas, peut-être que tu es correct de continuer. C'est vraiment ça. Je pense que ça fait pas mal le tour là, de ce côté-là. Je pense en gros, là, vous l'avez si bien dit un peu, je pense que pour les athlètes qui font du powerlifting ou pour les coachs qui coachent des athlètes en powerlifting, on va devoir plus s'adapter envers l'athlète aussi que eux travaillent mécaniquement, puis aussi leur posture en général, comment ils sont. Puis ben, en même temps, ben, pour l'athlète, ben, de ne pas juste penser que l'entraînement, c'est ça qu'il va faire en fait. C'est être un meilleur athlète, mais tu l'as si bien dit au début, je pense avec la nutrition, le sommeil, le stress. Je pense que c'est des facteurs qui sont vraiment importants. Puis moi, je le dis souvent à mes athlètes, c'est bien beau t'entraîner puis bien manger, mais si tu dors juste 4 heures ou puis tu es super stressé, puis tu n'écoutes pas ton corps, tu es bien plus à risque de blessure dans tes entraînements ou juste de défoirer tes entraînements puis de ne pas progresser sur du court, moyen, long terme là-dedans. Puis, c'est juste pour finir un peu, tant qu'avoir des physios un peu avec nous aujourd'hui, mais c'est quoi votre best warm-up que vous conseillez un peu pour des athlètes? Bon, ben moi, personnellement, je fais un peu de marche, peut-être 10-15 minutes avant chaque entraînement. Puis, tu sais, je fais des warm-up plus spécifiques. Par exemple, pour le squat, je vais aller dans un squat pendant peut-être 1 minute, faire des exercices d'amplitude, des hanches, peut-être flexion, extension, abduction, adduction, rotation interne, externe. Puis après ça, je commence warm-up avec 135. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de gaspiller. Tu sais, j'ai déjà fait, Alexis a préparé pas mal de littérature concernant le foam rolling. Moi, j'en ai fait du foam rolling peut-être pendant de 2009 jusqu'à 2015, je dirais, peut-être 10-15 minutes. Puis en 2015, j'ai quand même trouvé un peu de littérature qui dit que ça fait pas grand-chose, que Alexis va te dire. Alors j'ai arrêté ça complètement. J'ai pas trouvé de différence du tout, personnellement. Alors moi, je trouve un réchauffement un peu cardio pour augmenter la température, augmenter le blood flow. Je pense que c'est vraiment important. Puis après ça, faire des affaires plus spécifiques. Par exemple, de faire un squat stretch, faire des amplitudes de mouvement AROM pour les hanches, pour les genoux, pour le squat, par exemple, pour le bench.
je vais peut-être faire quelques OHP avec la barre, mais pas plus que ça. Je trouve que on n'a pas besoin de vraiment compliquer les affaires. Ce n'est pas des mouvements explosifs, c'est des mouvements de force. On n'a pas nécessairement besoin de faire trop, personnellement. Puis c'est pas mal ça. Puis Alexis a préparé pas mal pour le foam roll concernant les massage guns, puis le foam rolling. Ouais, moi, je sais que ça n'a pas rapport. Moi, personnellement, je fais un entraînement de soccer, mais c'est juste parce que j'aime l'aspect rituel. On appelle ça une brésilienne. C'est comme un warm-up parce que, écoute, je suis habitué et ça fonctionne bien pour moi. Mais après ça, pour les athlètes plus de powerlifting ou les gens qui commencent à lifter, les gens à qui je donne un réchauffement, écoute, je leur dis de faire quelque chose de cardio qui va travailler mieux sur toute leur amplitude, tout ça, au début, plus de manière balistique. Après ça, si la personne est vraiment pressée, je leur dis, écoute, fais un petit peu de cardio, peut-être 5 minutes, juste te réchauffer, avoir du blood flow, puis après ça, réchauffe-toi avec le empty bar, puis tu work up un peu sur ton top set. Je ne me souviens pas exactement c'est quoi la donnée, puis c'est pas la personne la plus qualifiée dans la conversation en ce moment pour répondre à ça, mais il me semble. Si tu essaies de bâtir vers le mouvement que tu vas faire, donc disons que tu vas faire un squat, tu fais un squat explosif avec quelque chose comme 65% de ton RM, ça semble avoir des bénéfices parce qu'on s'entend qu'il y a une grosse corrélation entre the rate of force production puis la force en tant que telle. On essaie de bâtir la force rapidement pour drive up le neural drive. Ça, généralement, je vais fortement recommander ça, surtout si on parle de comme la prep pour un rep max ou pour, juste, comme je te dis, performer cette journée-là. Right? Pour la prévention de blessure, je te dirais que ça, c'est assez déprimant. Là. La littérature n'est pas excellente. Je te dirais pour le haut du corps, il y a McCrary qui a fait une étude en 2015, une revue systématique de toute la littérature. Puis, ouais, ça semble aider quand même assez bien pour la prévention de blessure. C'est plus pour la performance qu'on a des bonnes données. Fait que, ouais, lui, ce qu'il montrait, disons, tu regardes les joueurs de baseball, écoute, te pratiquer avec un bâton lesté ou aller vraiment vite avec le bâton graduellement, genre encore work up to your top speed, ça semble aider pour la performance au bat. Fait que, comme je te dis, on peut extrapoler la même chose pour le powerlifting, puis pour les jambes, c'est probablement la même chose. Après ça, comme je te dis, il y a plusieurs manières d'arriver à ça. Le but, comme je te dis, c'est d'activer puis de peut-être augmenter un petit peu ta mobilité de manière transiente parce que tu sais, déjà expérimenté quand tu te lèves le matin, on s'entend que c'est pas le moment où tu es plus mobile, right? Ouais. Hein, disons que tu as été dans ton siège pendant longtemps, tu es sensitif, c'est normal. Écoute, c'est un mécanisme de protection, tes muscles ne sont pas activés, tes tendons ne sont pas à la température idéale pour performer. Parce que, tu sais, on s'entend, il y a des réactions qui se passent juste à une certaine température. Fait que l'idée du warm-up, c'est de t'amener à cet endroit-là où tu es à ta performance immédiate, right? Fait que tu peux faire ça de plusieurs manières. Comme je te dis, moi, j'aime ça, j'ai du cardio parce que c'est facile. Puis, écoute, je n'ai pas besoin d'équipement, mais tu peux faire avec du foam rolling. Donc, le foam rolling, un des avantages, c'est que c'est comme des étirements statiques sans la petite perte de performance que tu peux expérimenter à court terme. Je te dirais que les effets sont généralement très, très négligibles. Donc, on parle de comme moins de 10% généralement. Fait que la plupart des gens ne vont peut-être pas le remarquer, mais comme je te dis, si les gens veulent faire ça, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste que si j'ai un nouvel athlète, je ne vais pas lui dire, écoute, tu dois faire du foam rolling, c'est une bonne idée. Mais si la personne aime ça, écoute, je ne vais pas interférer avec ça, c'est un rituel puis prendre un bénéfice psychologique. Fait que c'est ça. Parce que si tu regardes la plupart de la littérature du foam rolling, c'est tout comparé à rien. Donc, ouais, si tu compares à rien, le foam rolling est meilleur. Mais tu pourrais dire ça de n'importe quoi. Tu sais, j'ai une vidéo où le gars, il donne un bracelet. Tu sais, les bracelets là, pour l'équilibre. Ouais. Puis sa mobilité augmente de genre 30%, son équilibre augmente de 30%. Puis c'est un gars qui ne croit pas. C'est un étudiant en physio. C'est juste que le point, c'est que le système nerveux, il est stupide. Puis tu peux. Je pourrais faire n'importe quoi. Je pourrais tourner autour de toi, faire wouh, puis ça fonctionnerait probablement. OK, tu as l'effet placebo, l'effet que tu l'as fait la deuxième fois, tout ça, le système nerveux est easily fooled. Comme je te dis, si tu veux faire du foam rolling, j'ai aucun problème avec ça. Puis il y a des gens que ça leur fait juste sentir bien. Puis c'est vrai qu'au point de vue, si tu regardes la littérature, d'un point de vue subjectif, les gens se sentent mieux après avoir fait du foam rolling. Mais par contre, si tu regardes la raideur des tissus, si tu regardes la prévention de blessure, écoute, il n'y a rien. C'est vraiment juste, écoute, tu as un effet psychologique, puis tu as un effet au niveau peut-être du système nerveux, ou tu as un effet neurophysiologique où les gens se sentent mieux. Puis ça, je me base sur le Will Verhoele. Je ne suis pas capable de prononcer son nom, mais c'est un nom genre nordique, qui a fait une revue systématique là-dessus. Puis comme je dis, j'ai regardé les études une à une, puis il n'y en a aucune qui montre un gros effet sur la performance ou un gros effet sur. Mais c'est ça la différence, c'est que souvent, quand tu fais des étirements statiques, il y a un petit effet détrimental, c'est pas un mot, mais un effet nocif sur la performance à court terme. Alors que le foam rolling, tu ne l'as pas fait. Comment je l'explique là, de manière vraiment, vraiment simple, là, si tout le monde s'est endormi, là, c'est. Écoute, le foam rolling, c'est comme avoir un étirement sans les petits méfaits à court terme. Fait que ça va peut-être augmenter un petit peu ta performance, puis ça va te rendre plus mobile. Fait que tu sais, des gens qui ont de la misère, disons, à descendre dans le bottom of their squat, peuvent foam roll leur mollet, ça va peut-être les aider un petit peu, tu sais.
C'est juste que tu as un petit bonus à court terme. Comme je te dis, est-ce que tu pourrais l'avoir d'une autre manière, genre faire des exercices de mobilité balistique? Moi, je pense que oui. Mais si tu aimes ça, faire le foam rolling, puis comme je te dis, ça te fait du bien subjectivement à court terme, j'ai aucun problème si tu veux en faire. C'est ça. Puis, est-ce que tu le conseilles plus de le faire, mettons, plus après des entraînements, si tu vois un peu cette utilité-là, comme le massage gun, tu le vois plus comme une utilité, comme soit une activation musculaire ou plus vraiment comme un recovery tool, pour la Ouais. récupération? C'est vraiment une bonne question. Écoute, si tu regardes le faire, je te dirais, après l'entraînement, tu sais, comme de manière, normalement, ce que les gens vont dire, c'est pour prévenir le DOMS, le Delayed Onset of Muscle Soreness. Je te dirais que la littérature ne supporte pas vraiment. OK? Fait que si tu compares, comme je te dis, c'est juste des études qui ne comparent pas à un placebo, puis n'importe quoi que tu vas faire, ça va aider. On sait que d'un point de vue, si tu testes la raideur, il n'y a pas de différence. Donc, il y a Erickson Cromer qui a fait une étude là-dessus en 2015. Ça, c'est plus sur le massage, mais le foam rolling, c'est comme du massage. Puis il y en a d'autres qui ont testé pour la vibration. Puis écoute, la vibration change pour. C'est vrai, il y a un changement dans la raideur du tissu qui est mesuré par ce qu'on appelle un élastographe. Donc, il envoie une onde dans le tissu. Puis après ça, il regarde la vibration, comment elle est déformée. Puis, dans le fond, plus c'est raide, plus il va y avoir de déformation, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Puis, il voit que oui, il y a un changement, mais après ça, si tu dis à la personne de juste rester sur la table 3 minutes, puis de remesurer, c'est de revenir à la raideur originale. OK? Fait qu'on sait que ce n'est pas un effet mécanique, c'est plus, comme je te dis, psychologique, puis peut-être un effet. Écoute, ça fait du bien parce que ça stimule le système nerveux. Mais c'est probablement pas, comme je te dis, le blood flow non plus, parce que tu sais, quand tu marches, ton débit cardiaque, excuse-moi, ton blood flow augmente de comme 3 fois. Le foam roll va peut-être l'augmenter de genre 30%. Fait qu'on sait que c'est pas ça, à moins que tu ne bouges pas dans ta chaise, là, puis tu es en chaise roulante. Là. Je dis, c'est plus des effets probablement sur le système nerveux psychologique. Fait que préventivement, le faire pour être comme, hey, je vais moins raquer si je fais ça demain, non. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Puis le faire de manière préventive, tu es comme, hey, écoute, je suis raqué de mon dernier workout, j'ai été vraiment hard, je fais beaucoup de volume la dernière fois. Puis là, la performance, je veux avoir moins de méfaits, pas de méfaits, mais je veux être moins désavantagé par la raideur post-entraînement. Là, ouais, je te dirais que c'est une bonne idée. Là, c'est un bon moment pour le faire. Surtout si tu as une compétition, tu as besoin de ton petit avantage à court terme. Super bon. Tu sais, il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui écoutent de la musique. Je te dis, il n'y a pas d'études pour montrer ça. Mais ça, comme je te dis, on sait que subjectivement, les gens vont se sentir moins raides, vont un petit peu plus de mobilité, potentiellement une petite augmentation du power production. Surtout au meet, je te dirais, let's go. Pas en entraînement, peut-être pas besoin. Puis moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je sais quand je m'entraîne, la raideur s'en va. Mais tu sais, je pense que je suis un physio, fait que je réponds peut-être pas. Peut-être des attentes psychologiques différentes que la plupart des gens. Surtout pour faire la littérature que je lis. Mais pour le foam rolling, comme je dis, c'est une très bonne manière d'arriver, mais je le ferais vraiment juste comme avant l'entraînement, pas après. Après, je te dirais que c'est presque certainement une perte de temps. Complètement. Il n'y a aucun effet à long terme, ça ne va pas augmenter ta flexibilité, rien, ni la performance. Donc, ouais, bonne question. Ouais. Nice. Fait que, pour vrai, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous avez des conseils aussi pour les athlètes ou les coachs pour tout ce qui est en fait faire attention sur le powerlifting quand on coach ou quand on est un athlète qu'on doit éviter. Je ne sais pas si vous avez des conseils par rapport à eux à leur donner. Attends, t'es sourd, hein? Attends, Zing, on t'entend pas. Est-ce que tu l'entends? Non, je ne l'entends pas. OK, ben écoute, il va prendre ma place, OK? Non, ça marche. You sure you can take my place? Yeah. You want No, just take my place. Just take my headphones. No, mine works. OK, good. Go. Mute your thing. On t'entend toujours pas. All right. I want to say, just take one foot. Oh, shit, all right. Okay. I think, okay, là, je parle en anglais. Je dirais, l'affaire générale que j'aimerais dire, c'était encourager plus le monde de faire l'exercice de résistance. Tu sais. Nous, je dirais, la plupart du monde qui vont entendre ce podcast, ça va être du monde qui vont être en powerlifting, qui veut faire du powerlifting. Mais tu sais, nous, on a déjà pas mal assez de force pour la vie. C'est pas nous qui avons besoin de faire plus d'exercices de résistance. C'est plus les personnes âgées, plus les femmes aussi, qui ont besoin plus d'exercices de résistance.
Alors, je pense qu'on doit vraiment essayer d'encourager nos familles, nos amis de faire plus d'exercices de résistance parce qu'il y a des statistiques. On peut voir qu'il y a presque personne qui fait assez d'exercices de résistance dans leur vie. Puis il y a tellement de bénéfices, par exemple, comme Alexis avait dit, le bone mineral density, la densité des os, les forces musculaires, c'est pas mal des indices pour la santé long terme. C'est pas mal ça que mon commentaire, c'est d'essayer d'encourager le monde de faire des exercices au lieu de dire tu peux pas faire un exercice de même ou un exercice de même, de juger les autres. Par exemple, quand tu dois descendre autant ou tes genoux doivent sortir ou quand tu deadlift, tu dois avoir un flat back. Ça, c'est des points qui comment est-ce que je peux dire it doesn't matter. Ça ne change rien. On a besoin de monde de faire plus d'exercices de résistance. Voilà, c'est ce que je peux dire. Nice. Je ne sais pas si Alexis avait d'autres choses à dire pour. Attends, je vais donner le câble. Attends, je t'entends pas, Alexis. OK, là, on m'entend? Yes. Moi, je dirais juste aux gens de peut-être faire attention à ce qu'ils disent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, là, mais en gros, si tu regardes, disons, les études sur le nocebo, qui est l'inverse de l'effet placebo, là, c'est des méfaits réels pour des pour des conséquences imaginées, si tu veux. Fait que, disons, je te disais, hey, ça va faire mal, puis même si c'est pas vrai, ça peut te faire mal. Il y a Bagels qui a fait une étude là-dessus en 2011, puis il a vu que si tu dis à personne cette pilule-là va empirer ta douleur, versus, puis dans le fond, ils ont fait 3 conditions. Ils ont donné la même pilule c'est du metfentanyl. Donc, c'est comme une version de fentanyl, mais qu'ils utilisent dans les études parce que ça fait effet vraiment de manière rapide, puis ça ne dure pas longtemps. Puis ils ont induit la douleur expérimentalement. Okay? Ils ont vu que, comme je te dis, ils ont donné la même pilule dans les 3 groupes, mais il y en a une pilule, ils ont dit hey, cette pilule va empirer ta douleur. L'autre, ils n'ont rien dit. Puis dans l'autre, ils ont dit hey, ça va améliorer ta douleur. Ils ont vu dans le groupe, ils ont dit ça va améliorer ta douleur. Les effets étaient doublés comparé au groupe où ils n'ont rien dit. Puis dans le groupe où ils ont dit ça va empirer ta douleur. Puis là, on parle d'un opiacé, right? Ça a annulé l'effet complètement. Fait que c'est aussi puissant qu'il y a des opiacés de dire aux gens de leur donner des attentes négatives. Fait que juste de peut-être voir le mouvement, comme je te dis, comme un spectre, puis pas comme écoute, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Ça peut avoir de bons effets. Puis honnêtement, c'est juste que je pense que ça, c'est normal dans le powerlifting, comme je te dis, c'est dans le curriculum des coachs NASM, puis même, ils ont fait je ne sais plus c'est quoi les institutions aux États-Unis, là, mais tu sais, tous les trucs qui gèrent le personal training aux États-Unis pour la certification. Si tu regardes le curriculum, c'est très, très axé sur les exercices correctifs, les trucs de même, puis que je pourrais en parler pendant des heures sur comment c'est peut-être pas la meilleure direction à avoir. Fait que, comme je te dis, c'est plus d'avoir des attentes positives plutôt qu'essayer de chercher des dysfonctions chez les gens. T'es comme, écoute, c'est quoi tes forces plutôt que focus sur ses méfaits. Ça pourrait avoir des bons effets, puis ça limiterait les conséquences nocives que ça peut avoir d'avoir des attentes négatives. Surtout que, comme je te dis, je pense que c'est Koyaka qui a fait une étude là-dessus en 2018, puis ils ont vu que tu peux littéralement conditionner ça. Fait que tu peux donner des attentes négatives aux gens, puis si tu répètes, ils vont apprendre, même s'il n'y a plus le stimulus, ils vont avoir mal. Tu sais, ils montraient des cartons genre rouge, vert ou orange. Rouge, vert ou jaune, puis disons rouge, tu associé à de la douleur parce qu'il le faisait. Pour ça, tu montrais le carton rouge aux gens, puis les gens avaient mal automatiquement, comme le chien de Pavlov. Fait que, si tu fais ça à chaque fois, puis à chaque fois que tu es sur Internet, c'est comme, hey, gars, faites pas ça, si c'est mauvais, ça va vous faire mal. Puis les gens vont commencer à avoir mal. Puis là, écoute, je suis comme un conspirationniste, mais comme je te dis, ça a été testé. Les gens vont commencer à avoir mal juste parce que tu leur dis. Puis je pense que les gens le font souvent par des bonnes attentes, puis c'est ça qu'ils ont appris, puis c'est normal. Écoute, moi, puis, on est allés ensemble à l'école, puis on était allé à McGill. Quand on y allait, c'était considéré la 17e meilleure université au monde, puis on a appris des trucs qui n'existaient plus depuis 30 ans. OK? Qui a été pas comme ça existe peut-être pas. C'est genre legit, non, ça n'existe pas, puis t'es complètement stupide si tu crois à ça. Ça a été prouvé catégoriquement par des études. C'est juste, écoute, les curriculums ne sont pas à jour. Fait que je ne peux pas blâmer comme je te dis, les coachs qui croient à ça. C'est juste que peut-être je suis un petit peu plus des gens plus à jour, peut-être comme Greg Lehman, ou comme moi, là, shameless plug. Non, mais tu sais, des gens peut-être plus à jour, ça va révéler qu'il y a plein de trucs qu'on pensait qui étaient vrais. Puis même si vous avez des bonnes intentions, ça peut peut-être pas être la meilleure chose de, comme je te dis, blâmer le mouvement. Puis c'est peut-être plus utile d'être comme, écoute, tu as confiance en toi, on va essayer de te faire bouger avec des bonnes attentes, puis ça va aider. Ouais. Nice. Hey, merci les boys pour d'être venus vraiment sur le podcast.
c'est vraiment cool de pouvoir parler de powerlifting avec vous autres, puis d'en apprendre davantage, puis de peut-être même démystifier certains mythes, certaines choses qu'on peut, en tant qu'athlète ou en tant que coach qu'on peut entendre puis lire. Mais sinon, où qu'on peut vous contacter, où qu'on peut vous trouver, soit sur les réseaux sociaux, où qu'on peut vous contacter. Moi, je suis sur Instagram, Zeni_physio. Puis Alexis aussi sur Instagram, No Bullshit Physio. On poste régulièrement, mais lui, il poste vraiment beaucoup. Moi, je poste pas vraiment. Nice. Hey, super. Merci à tout le monde qui nous écoute. Si vous avez des commentaires ou des questions après avoir écouté le podcast, vous pouvez venir. Premièrement, n'hésitez pas à venir nous contacter. Vous pouvez aller contacter Zini ou vous pouvez même aller contacter aussi Alexis sur leur Instagram si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils aussi, ils sont là pour ça. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine gang. Bye. Merci, bye. Merci, guys.